Le coup de Tanger prononcé par l'Allemagne qui veut s'installer au Maroc. Et la France ne fait pas ça en disant que c'est son petit territoire. Il lui dit la réparation territoriale. Il dit en Afrique centrale. Et donc, la France donne un bout de ce territoire de l'Afrique centrale pour compenser et que l'Allemagne lui laisse libre cours. Pourquoi l'Afrique centrale et le Cameroun? Justement parce que l'Allemagne qui s'installe au Cameroun depuis 1884 a trouvé que c'est le siège pour le transfert de sa puissance européenne au niveau de l'Afrique. Et donc, contrôler l'Afrique centrale à partir du Cameroun. La forme longitudinale du Cameroun qui va jusqu'au lac Tchad, c'est la volonté de l'Allemagne à partir de Douala, mettons comme ça, à partir de Douala, donc, de pointer sur le lac Tchad qui ouvre sur 6 pays africains au cœur de l'Afrique et contrôler ce monde-là. C'est très grand. On fait un pas, on se retrouve dans la cuvette congolaise et ce mythe d'Afrique dont parle Bandakani constitue 11 États d'Afrique aujourd'hui. Donc, quand vous regardez dans sa globalement, maintenant, au terme de la guerre, 2 pays sont exclus jusqu'aujourd'hui, l'Allemagne et le Japon. Jusqu'aujourd'hui, on dit c'est vous qui avez créé la deuxième guerre, vous allez en souffrir. Et c'est pour ça que ces 2 pays qui sont retirés ont demandé jusqu'à mourir que le classement aux Nations Unies se fasse par puissance économique. La France n'avait rien à présenter. La France a tout fait pour que cette thèse-là n'entre pas en jeu. Et je vous rappelle là, que c'est encore ça la France. Parce qu'au congrès de Vienne de 1815, la France est le pays recalé. Mais les 4 puissances qui se réunissent à Vienne disent que si on ne fait pas entrer le Bavard là, dehors il fera beaucoup plus de bruit. Il vaut mieux le faire entrer et contrôler son bruit. Parce que dehors, il va nous gêner et même attirer ceux qu'on ne voulait pas. Donc la France aboie toujours. C'est depuis longtemps, c'est ce que je voulais dire. Et je voulais dire par là que, et peut-être même pour chuter, que les 5 membres du Conseil de sécurité, le mot 5 vient du congrès de Vienne. Le mot 5, ça vient du congrès de Vienne. Les 4 empires plus la France, ça fait 5. Le jour où on a voulu mettre l'ONU, on a dit, bon, il faut aller chercher dans les vieilles Europes comme ça, les configurations qui sont les meilleures. Et on a créé 5. Et on a donc exclu l'Allemagne et le Japon. Les 2 sont retirés pour créer, entre guillemets, leur conseil économique et sécurité économique, qui sont les G7 d'aujourd'hui. Et disent, bon, nous allons contrôler le monde avec l'argent. On va contrôler le monde avec l'argent. Allez faire vos discours. Et c'est ce déplacement qui se retrouve dans le discours de Balkany maintenant, avec la guerre de l'Ukraine, où on voit émerger donc la Russie, la Chine, le Brésil, et il y a même, la configuration n'est même plus géographique. C'est-à-dire ça prend dans les différents angles du monde. Charlie Kenny va encore mieux développer ça. Donc pour vous montrer que l'ONU est née pour ça, l'ONU a fait son temps, l'ONU est à 75 ans, 77 pour être précis. L'ONU a 77 ans. Ça a vieilli. Les muscles ont lâché. Pendant ce temps, les enfants et les petits-enfants sont en train de monter. Et ce que vous demandez de réécriture, ça va repartager. C'est pour ça qu'on trouve que les maillons les plus faibles vont commencer à tomber, dont la France. La France va tomber. C'est plus un discours. C'est un problème de temps. Mais la certitude est au bout. Oui, la certitude est là. Ça prendra peut-être son temps. On a dit que Bill Clinton est venu en Afrique en 98. Il a demandé l'autorisation à Chirac que son avion atterrisse à Dakar. Vous comprenez ça? Pas au gouvernement sénégalais. Parce que dans le temps, il n'y a pas. Tout ce territoire appartient à la France. Voilà, c'est elle qui décide. Et c'est donc ce qui est aux Nations Unies jusqu'aujourd'hui. Les textes n'avaient pas prévu qu'un pays africain prenne parole là-bas. Lorsqu'en 1976, Bongo gonfle les pectoraux en sa qualité de président en exercice de l'OUA, et on lui dit non, va là-bas, tu demandes un droit de veto pour les pays africains. Les pays africains, c'est-à-dire les autres pays sont seuls et ont.
on lui a répondu directement. Le droit de veto, c'est une arme très dangereuse à confier aux irresponsables. C'est-à-dire l'Afrique était irresponsable. Il faut que l'Afrique développe une maturité nouvelle et les faits de l'histoire sont en train de faire ça. Monsieur Bandakani, vous comptez souvent le temps. Ça fait 10 ans que si Dieu n'aide pas, vous ne verrez pas le résultat de la bataille. C'est-à-dire que elle sera longue. Elle sera longue. Notre péché, c'est de croire qu'on va faire les bons. Mais c'est la participation continue à la bataille. La chaîne des générations. Oui, il faut. Dibia fera sa part. Je ne sais pas si vous archivez les débats ici, des étudiants viendront plus tard fouiller les archives de l'histoire à DBS et demander qu'est-ce qu'on a dit tel jour à tel moment pour que nous prenions ça pour voir comment la bataille va se poursuivre. Résumé donc, l'ONU est née pour faire ce qu'elle fait là. Elle n'a jamais été là et on a dit là-bas à l'ONU, nous allons toujours développer le concept du droit humanitaire. Et parce que c'est derrière ce concept que les Américains développent le droit à l'ingérence. Le droit à l'ingérence. C'est-à-dire, vous pouvez avoir toutes les lois, mais si nous définissons que vos peuples souffrent, on intervient pour les sauver. Ce n'est pas vos lois. On dépasse ça. C'est notre droit. Nous sommes un peuple messianique. Dieu nous a envoyés sur terre. Et c'est ça la mission que les Français et les Américains se donnent. Nous sommes un peuple messianique. C'est Dieu qui nous envoie en mission. C'est pas nous qui décidons. C'est-à-dire là où nous faisons. Non, c'est Dieu qui dit. C'est Dieu qui dit. Tant et si bien que s'ils n'accomplissent pas ça, et c'est là le concept de l'axe de bien, l'axe du mal. Oui, tel que défini dans leur jargon international. Donc c'est un peu, c'est l'ensemble de tout ça. Et donc je finis en vous disant que oui, les casques bleus sont les instruments au service d'une politique qui est née sans nous, contrôle le monde sans nous. Mais je crois qu'avec les débats que nous développons là, il y aura la nécessité de notre participation. François Mitterrand a dit à De Gaulle, lors de la révolution estudiantine de 1968, il est interdit d'interdire. Et je crois que le temps vient aussi, et nous allons commencer à dire aux autres, il est interdit d'interdire. Nous avons le droit à participer à la définition du nouveau monde à bâtir. Merci beaucoup, docteur Chouankab. Je pense qu'ici, sur le plateau à la maison, vous habillez comme du petit lait. Charlie Kegne, finalement, on va quand même le dire, les populations du côté de la Centrafrique demandent, justement, au chef de l'État, Faustin Archange-Touadéra, de tout mettre en œuvre pour mettre hors, on va le dire ainsi, le départ de la MINUSCA. Ce sera possible un jour? Bien sûr, c'est possible, oui. C'est même très possible et je pense que ça se fera dans un avenir très proche. Mais vous savez, pour revenir à ce qui a été dit déjà sur ce plateau avant de répondre à votre question, le docteur Chouankab nous a fait un magnifique coup d'histoire. Vraiment, j'ai beaucoup appris. Je pense que nous sommes tous ici unanimes sur ce plateau. Et dans ce qu'il a dit, il y a quelque chose qui a retenu mon attention. Pour revenir toujours au sujet qui nous intéresse, qui parle de l'ONU. C'est-à-dire que cette volonté d'utiliser l'ONU comme un instrument géopolitique pour mettre en avant un certain nombre de valeurs. Lorsqu'il parle en réalité du droit humanitaire, en réalité derrière le droit humanitaire se cache une volonté d'ingérence dans les affaires internes des États. C'est pourquoi, si vous regardez bien ce fameux droit humanitaire, parce que chez nous en sécurité, on a souvent l'habitude d'appeler le dilemme de la sécurité humaine, c'est-à-dire que c'est cette volonté qui magnifie cette capacité des États à toujours vouloir s'ingérer dans les affaires internes des autres pays. Cela a été codifié par le Conseil de sécurité des Nations Unies et ça s'appuie sur la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 qui dans l'un de ses articles précise que si un État ne peut ou est incapable d'assurer la sécurité de ses citoyens, il est possible de se substituer à cet État pour assurer cette sécurité-là. Et c'est justement dans le cadre de ce droit-là que les Nations Unies, à travers l'OTAN, sont intervenues en Libye et on a vu ce qui est en train d'arriver. Donc, pour revenir à ce qu'on était en train de dire, mais, monsieur Ngos, pour le cas spécifique de la République centrafricaine, mais il y a un passif par rapport à ça. Je tiens à vous rappeler que c'est sur ce même territoire, c'est-à-dire au Cameroun, où nous avons intercepté une cargaison, un conteneur en armes, justement, qui était destiné à la République centrafricaine, qui a été intercepté par les éléments des forces de défense et de sécurité du Cameroun.
Rappelez également que c'est un pays sous embargo. Alors, hier, le conteneur a été intercepté au Cameroun, mais aujourd'hui, cela s'est fait en République centrafricaine. Oui, même. Mais comprenez donc... Mais il est passé par le Cameroun, c'est ce qu'on fait savoir. Oui, je voulais en venir donc à ça. Pourquoi? Parce que le conteneur a été intercepté à Beloko. Si les gens maîtrisent bien la géographie pour avoir visité ces régions-là, Beloko, c'est à quelque part de la frontière avec le Cameroun, du côté de Garoua-Boulaye. C'est-à-dire que, en réalité même, derrière ce qui est en train de se passer, il y a une main tapée du renseignement camerounais. Oui. Et ça, il faut le comprendre. Je dis, derrière cet acte, c'est-à-dire que l'accaparement de ce conteneur en âme, il y a une main tapée du renseignement camerounais. Sauf que hier, le Cameroun sait très pertinemment qu'en qualité de leader de la région, vous ne pouvez être leader, c'est-à-dire que vous ne pouvez, dans la sagesse africaine, vous ne pouvez réellement témoigner votre force qu'à travers le bien que vous faites au pays qui vous entoure. C'est-à-dire que aujourd'hui, le Cameroun sait que pour sa stabilité, elle a besoin de voisins forts. Et hier donc, la République centrafricaine était pratiquement non-État, c'est-à-dire que c'est depuis l'arrivée des Russes que réellement on voit l'État se constituer du côté de la RCA. Oui. Alors le Cameroun donc, dans le passage de ce conteneur sur son sol, n'avait pas de choix que d'intercepter ce conteneur, parce que l'arrivée en terre centrafricaine, ça devait être dispatché à ce moment rebelle, et la conséquence devait encore se répercuter en territoire camerounais. Donc, d'où l'importance de bloquer ce conteneur. Mais sauf que le cas échéant, pour ma part, ça dit, selon mon approche et mon analyse, j'ai l'impression que le renseignement est au courant de ce conteneur depuis et a suivi juste le processus jusqu'en territoire centrafricain et a remis l'information pour dire faites votre travail. Parce qu'aujourd'hui, l'État dit qu'il n'existait pas. Aujourd'hui, cet État existe et a les éléments justement de pouvoir mettre à la face du monde les réalités de ce qui est en train de se passer. Ça nous amène à comprendre quoi? Ça nous amène à comprendre que en réalité, derrière ce conteneur d'armes, parce qu'il faut qu'on parle bien, il faut que les Africains comprennent ce qui est en train de se passer. En réalité, ce sont des armes interdites. Les armes qui ont été retrouvées dans ce conteneur, ce sont des armes interdites. Alors si ce sont des armes interdites, la bonne question c'est, à qui étaient-elles destinées? Faisons un raisonnement par l'absurde. Est-ce qu'elles étaient destinées à l'État centrafricain? Non, parce que l'État centrafricain, clairement, ne reconnaît pas ces armes comme étant des armes à utiliser. Ce sont des armes interdites par l'État centrafricain. Ça veut dire que forcément, ces armes n'étaient pas destinées à l'État centrafricain. Deuxième analyse, deuxième raisonnement. Est-ce que ces armes étaient destinées donc aux Nations Unies elles-mêmes, c'est-à-dire qu'à la MINUSCA? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que dans le droit international, le mandat d'une mission de la paix n'a de sens que dans le strict respect des lois et règlements du pays hôte. Ça veut dire que la MINUSCA ne peut pas venir, même sous le prisme d'une mission humanitaire, d'une mission onusienne, bafouer les lois et règlements de la République centrafricaine. Ça veut dire qu'à partir du moment où la République centrafricaine dit que ces armes sont des armes interdites, les Nations Unies n'ont pas qualité à pouvoir les utiliser. Ça veut dire que ces armes n'étaient pas destinées à la MINUSCA. Alors à qui donc étaient-elles destinées? Quand on voit le contexte géopolitique qui est en train de se faire aujourd'hui, même en Centrafrique, bien sûr, vous comprenez que pour qu'une telle cargaison sous le logo des Nations Unies puisse faire le parcours qui a été fait pour un pays sous embargo, cette décision ne peut venir que du Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors quel est le pays là-bas qui gagnerait à ce que de pareilles armes puissent se retrouver en République centrafricaine? C'est la France. Alors, si c'est la France qui est derrière ça, qui donc étaient les destinataires en République centrafricaine, on est très bientôt fait de l'alliance stratégico-politique qui existe entre la France et les rebelles de la CPC, conduite par le général François Bozizé. Donc, dès lors, on comprend très rapidement que nous sommes justement dans un schéma bien pensé pour continuer à empiéter sur la stabilité de l'État centrafricain. Mais bon, on a bien envie de se poser la question. Pourquoi toujours l'Afrique? Vous pensez que on n'aurait pas besoin des casques bleus en Syrie? Actuellement, même en Ukraine, là, je crois que le Conseil de sécurité ne pourrait pas mobiliser les casques bleus pour aller intervenir en Ukraine. Au Yémen. Depuis qu'on bombarde le Yémen, là, depuis que la coalition internationale derrière l'Arabie Saoudite bombarde le Yémen, vous pensez qu'on n'a pas besoin de casques bleus là-bas? Mais pourquoi ce n'est qu'en Afrique qu'on retrouve ces casques bleus? La réponse est simple. La plupart des missions de la paix, des casques bleus, en territoire africain, premièrement, sont dans des pays hautement stratégiques. Deuxièmement, sont dans des zones hautement stratégiques et riches, ça il faut le préciser. Si vous prenez le cas de la République démocratique du Congo, on connaît très bien le scandale géologique qu'il y a du côté du Sud Kivu.
Et vous verrez que la mission même des Nations Unies de ce côté-là, en principe, avait prévu un départ progressif des forces depuis novembre 2020. C'est-à-dire qu'en passant par le lac Kisai, par le lac Tanganyika jusqu'à Kisai, les troupes, à partir de novembre 2002, devaient au fur et à mesure quitter la République démocratique du Congo. Mais ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que c'est vrai qu'ils étaient un peu plus de 20 000, aujourd'hui soit 17 000, mais rien, ils ne quittent pas. Au contraire, on a renouvelé le mandat. C'est-à-dire qu'ils sont présents. Oui. Si vous quittez le cas de la MONUSCO en République démocratique du Congo, vous prenez le cas de la RCA. Vous voyez très bien ce qui est en train de se passer là-bas. C'est-à-dire qu'à travers un certain nombre de sorties, des colis diplomatiques, on exploite le sous-sol de ce pays-là pour faire transiter des matières premières. C'est la même chose avec le Congo. Dans des conteneurs de casques bleus, on fait passer le coltan, on fait passer le diamant, on fait passer pour arriver en territoire rwandais. Si vous prenez le cas du Mali, donc vous comprenez que la plupart de ces missions de paix sont situés dans des zones hautement riches et hautement stratégiques. Alors, on a bien envie de demander, mais pourquoi ces endroits-là? C'est-à-dire que pourquoi ne pas aller s'installer autre part que dans ces pays qui justement ont cette richesse-là? Mais pour la simple raison que, en réalité, elles sont dans la prolongation des intérêts du colon en territoire africain. Il faut donc comprendre, bon, pourquoi est-ce qu'ils sont là? Mais, monsieur Ngos, j'aime souvent le dire ici, qui finance l'ONU? Qui finance l'ONU? Vous pensez que c'est la Banque mondiale, c'est tout ça? Qui finance l'ONU? Ce sont les multinationales. C'est valable pour l'Union européenne. C'est eux qui financent l'ONU. C'est-à-dire que c'est ceux qui exploitent le coltan, qui exploitent le diamant au Congo. C'est ceux qui exploitent l'or au Mali. C'est ceux qui exploitent les réserves, les mines de l'art. C'est eux qui financent l'ONU. Donc, vous ne pouvez pas être assis sur une branche et vous sciez la branche qui vous produit de l'argent. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que la volonté même de nos États à aspirer à la paix, à la sécurité, passe déjà par le départ de ces forces sur leur territoire. Parce que tant qu'ils seront là, ils ne seront qu'au service de ceux qui les financent. Et ceux qui les financent ont besoin de leur présence sur votre sol pour, sur le prisme du droit international, sur le prisme de la lutte contre le terrorisme, sur le prisme de la paix et la sécurité, continuer à faire ce qu'ils savent faire de mieux, à savoir voler vos richesses. Donc, moi, j'aimerais bien me poser la question. On a vu la population de Béni au Congo sortir en masse pour exiger le départ. Ils sont jamais partis. De la MONUSCO. Ils sont jamais partis. Pourquoi? Ils sont jamais partis parce que le président Kabila... Et quand même les populations centrafricaines qui sont sorties pour demander le départ de la MINUSCA. Le président Kabila avec ce projet, elle fait partie. C'est la raison pour laquelle il ne pouvait plus rester au pouvoir. Vous verrez que lors des élections qui ont porté Félix Tshisekedi au pouvoir, et j'ai toujours l'habitude de le dire, c'était une récompense par rapport au service de son père, qui était l'un des meilleurs indiques de la CIA dans la région des Grands Lacs. Donc, lorsque le président Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, c'est la Maison Blanche qui sont les premiers à reconnaître sa victoire. Avant même que la commission électorale nationale indépendante ne proclame les élections. La Maison Blanche reconnaît la victoire d'un individu. Donc, vous comprenez? La première sortie, la MONUSCO ne partira pas. Voilà. Donc, vous comprenez donc en réalité, nous sommes dans un schéma. Les populations de Béni étaient sorties pour dire nous n'en voulons pas. Parce que quoi? Et voilà d'où la vérité blesse. Qu'est-ce que les populations de Béni disent? Les populations de Béni disent que en journée, ce sont des casques bleus. En soirée, ce sont des ingénieurs topographes, des ingénieurs miniers. Voilà ce que les populations de Béni disent. En journée, ce sont des casques bleus. Mais en soirée, ils changent. Les gars deviennent ingénieurs topographes. Les gars deviennent des ingénieurs miniers. Les gars deviennent, ils font l'exploration. Sans compter qu'il y a plusieurs endroits de ce centre de population. Terminons. Charlie Kenyé. Les Congolais l'ont passé. Exactement. Donc, dans leur propre pays. Donc, à côté de ça, il faut également rappeler que ces casques bleus parfois sont victimes d'exactions sur les populations civiles dont ils sont censés protéger. Il faut le rappeler. Mais curieusement, on n'a jamais parlé, on ne va jamais les juger et les textes sont clairs dessus. Une autre chose également, quand vous prenez la République démocratique du Congo, vous prenez la République centrafricaine, vous prenez le Mali et vous prenez même la Côte d'Ivoire récemment, vous ne verrez pas que les forces, ce qu'on appelle forces de maintien de la paix, en réalité, quand ils arrivent en Afrique, ils ne viennent pas parce qu'ils viennent maintenir la paix. En réalité, ils viennent se muer en force d'interposition. C'est-à-dire que le président Laurent Gbagbo est parti parce que les Nations Unies sont venues jouer le rôle de force d'interposition en protégeant les terroristes pour toujours les informer sur les mouvements des forces gouvernementales. Et à chaque fois que les forces gouvernementales ont voulu mener des opérations coup de poing pour anéantir l'ennemi, on vous dit non, vous ne pouvez pas.
parce que nous sommes en train de faire le dialogue. Et comme le président le disait tout à l'heure, on prend des États, on les met au même piédestal que des terroristes, que des bandits, et on a légitimisé ça sur le plan du droit international. Donc, ça a été valable même du côté du Mali, avec la MINUSMA. Vous avez vu qu'à chaque fois que les femmes ont voulu monter en puissance, la MINUSMA est venue se mettre en force d'interposition pour empêcher les forces gouvernementales d'atteindre les rebelles. Et au même instant, on vous fera savoir que les rebelles de l'autre côté font des patrouilles avec ces forces de la MINUSMA, mais ils vous disent qu'ils sont là pour maintenir la paix. Donc, si vous prenez même encore récemment le cas de la République centrafricaine, on est un peu au regret de le dire. C'est-à-dire que, puisqu'on a un contingent qui est au sein de cette mission, mais vous verrez que à chaque fois réellement que les FACA ont voulu prendre de l'ascendant sur les terroristes, la MINUSCA s'est muée en force d'interposition pour empêcher justement les forces gouvernementales de pouvoir mater la rébellion. Mais ça se passe comment? Ça se passe pour la simple raison que partout vous verrez ces forces de maintien de la paix, à la tête il y a toujours un émissaire occidental et généralement ce sont des Français. Vous verrez que la MINUSMA au Mali, le représentant de la MINUSMA au Mali était un Français, le représentant à Kidal était un Français, c'est-à-dire qu'on installe des Français qui en réalité, sous le prisme justement de ces casques venus d'un peu partout, impose au monde ou alors impose aux États leur vérité propre dans la protection et la défense de leurs intérêts stratégiques. Mais Dieu merci, le contexte géopolitique en Ukraine aujourd'hui est en train de mettre sur la table deux choses et je finis par ça. La première, c'est la réécriture du droit international. Là-bas, nous sommes d'accord. Et la seconde, c'est la volonté du monde à un monde multipolaire. Donc forcément une diversité de pays à pouvoir merci, Charlie Keïe. Faire des partenariats stratégiques avec on y est. Albert Anatola, ici finalement du côté de la Centrafrique aujourd'hui, c'est la France qui veut jouer encore double jeu à cause de la présence russe sur le territoire centrafricain. Tout à l'heure, l'historien vous a fait comprendre que c'est son rôle. C'est son rôle, babader avoir deux têtes partout. Oui. C'est-à-dire que sous la table, négociateur ou médiateur, au-dessus, non, sur la table, médiateur, négociateur, sur la table, il faut les arbres. C'est ce qu'il s'agit. Là, je sais ce rôle. Mais permettez que je revienne un peu sur quelques éléments historiques dans le contexte centrafricain. Je crois que ça fait plus d'une fois que nous avons eu à débattre des thématiques sur la Centrafrique. Il n'y a pas très longtemps, tout à l'heure, le président Banaka l'a relevé d'ailleurs, nous avons débattu d'une thématique qui portait sur des mercenaires, disons ça comme ça, qui ont été présentés comme étant, comme faisant partie du personnel de, n'est-ce pas, de la MINUSMA, je crois, non, là-bas c'est quoi? La MINUSCA, et qui allait accompagner le chef d'état-major de ce corps de maintien de la paix à l'aéroport de Bangui. Avant cela, nous avons débattu d'une thématique qui portait sur un mercenaire, je crois que c'était Kignolo, qui également était mercenaire, qui avait une nationale de guerre pas possible. On se serait attendu quand même que le président centrafricain prenne des mesures fortes. Hein. Mais on est quand même surpris de... J'ai envie de dire de son attentisme. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi non plus le mandat de la MINUSCA a été prorogé d'un an. Alors que normalement on devrait y mettre un terme. Parce que une force de maintien de la paix n'est pas venue chez vous sans votre assentiment. Il faut quand même le requérir. Oui. Il faut requérir sa présence. Et puis, vous êtes au courant des conditions et de sa feuille de route. En Centrafrique, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire un peu trop. En plus, justement, de ces missions de maintien de la paix, qui ne sont pas toujours des missions de maintien de la paix, vous avez dans ces forces qui commettent des exactions, ça il faut le dire. Il n'y a pas très longtemps, la MINUSCA a été accusée de viol. De viol, ça il faut le dire. Mais on s'est également attendu que pour ces faits d'armes, entre guillemets, comprennent que les autorités centrafricaines prennent également les mesures fortes. Oui. J'ai le sentiment qu'il y a une sorte d'indolence, ou bien d'une complaisance pas possible. Et à la fin, je ne sais pas si on va continuer à mener des débats sur la sécurité en Centrafrique. Mais le problème fondamental, c'est quoi? C'est que ça dénote également la faiblesse de nos politiques sécuritaires.
Parce que si vous avez une armée forte, professionnelle, vous n'avez pas besoin de requérir à l'intervention des forces étrangères. On a voulu imposer ça au Cameroun, du côté du nord, l'extrême nord, du coup avec Boko Haram, du côté du nord et du sud-ouest. Oui. Paul Biya s'en est opposé parce que nous avons une armée qui peut gérer ça. Or, cette armée-là, en plus de sécuriser notre territoire, donne des coups de main vers d'autres pays, à d'autres pays. Donc, je pense qu'il faut donc régler d'ailleurs déjà les questions de défense nationale et sécuritaire dans les politiques internes des États. Deuxième chose, et c'était comme ça, nous constatons que les forces de maintien de la paix sont beaucoup plus présentes dans l'espace francophone. Et pourquoi c'est beaucoup plus dans l'espace francophone? Il y a bien des opérations, il y a bien des conflits armés ailleurs, dans d'autres pays du continent africain. Mais pourquoi c'est beaucoup plus dans l'espace francophone? Ça veut dire qu'il y a un problème avec ce que vous avez appelé les accords de défense, qu'il faut absolument démanteler. Il faut démanteler. Qui soumet les États à se mettre sur le parapluie sécuritaire des autres, qui ne sont pas là justement, là, ça a été démontré tout à l'heure sur le plateau, qui ne sont pas là pour assurer votre sécurité, votre stabilité, puisqu'ils sont les agents déstabilisateurs. La preuve, les images qui nous ont été proposées tout à l'heure par la réalisation, c'est-à-dire que vous avez donc une force de maintien de la paix qui devient plutôt une force de déstabilisation et de trafic d'armes. Je pense qu'il est également important que, là je vais convoquer le narratif d'un contemporain, je parle du président Paul Biya. Nous sommes le 12 novembre 2019, nous sommes en France, où il avait demandé à la réforme du Conseil de sécurité. Je pense qu'il faut également, en dehors seulement de cette réforme du Conseil de sécurité, qui devait permettre l'Afrique, qui doit permettre à l'Afrique d'avoir au moins 2 représentants avec... C'est possible la réforme du Conseil de sécurité? Ils ont l'obligation. Dans la redéfinition de la carte géopolitique actuelle, qui a de se mettre en place, ils sont dans l'obligation. Même ils savent que ça ne peut plus marcher. Tout à l'heure, quand on sait pertinemment que ce sont les multinationales qui financent l'ONU, ils n'ont pas de choix. Ils n'ont pas de choix. Sinon, la dernière Assemblée générale, enfin, le vote, lors de la dernière Assemblée générale qui s'est tenue il y a quelques semaines, oui, a démontré qu'il y a des lézardes dans l'édifice, avec la posture des uns et des autres de certains États, notamment les États africains, qui vous démontrent à profusion, à suffire qu'il faut réformer ce système-là. Il faut revoir des choses autrement. Donc, ils n'ont pas de choix. Et en plus, j'ai l'habitude de le dire, tout le monde, tous les États n'ont pas l'obligation à être membres du système des Nations Unies. Hein. Il y en a qui peuvent sortir de là. Lorsqu'on voit le désordre lorsqu'on observe le désordre à travers le monde, notamment dans les zones de guerre en Ukraine, on se serait attendu, par exemple, à ce que la proposition qui ont été faites en novembre 2019 par le président Biya retient, n'est-ce pas, l'attention des décideurs. Non, ça n'a pas été le cas. Et ce qui est surprenant, c'est que il n'y a pas très longtemps, M. Sarkozy, justement, a fait cette observation-là. Que l'OTAN, ça ne marche pas, l'Union européenne, ça ne marche pas, le G20, ça ne marche pas, l'ONU, ça ne marche pas. Donc, ça veut dire qu'il faut refaire aussi. Il faut donc revoir, il faut réformer. Il faut réformer ce système. Moi, j'aime toujours, lorsque nous mettons les thématiques en débat, j'aime toujours les prendre sur le prisme, n'est-ce pas, de l'Afrique. Parce que le conflit en Ukraine, il y a des Africains qui observent ça de loin comme ça ne les concernait pas. Le sort ce jour-là. Ça ne les concerne pas. Comme si ça ne les concernait pas. Non. Je pense qu'il est important que les Africains puissent comprendre les enjeux de ces conflits-là. Ce qui se passe en Centrafrique, nous avons l'habitude de dire que ce qui se passe en Centrafrique peut également, ça concerne le golfe de Guinée, ça concerne le Cameroun. Parce que si la Centrafrique est déstabilisée, c'est le Cameroun qui est impacté. Et les armes que nous avons vues, les mines antipersonnelles,
tout à l'heure, le stratège vous a dit que ce sont les armes interdites. Oui. Mais c'est pour être utilisé à quelle fin? Je pense que les enquêtes en cours vont nous dire quelle est l'origine de ces armes-là. Ça, c'est important. Quelle est l'origine de ces armes? Les enquêtes en cours pourront certainement nous le dire. Je termine par deux choses sur lesquelles je voudrais insister particulièrement. Il est important pour la Centrafrique et d'autres États du continent africain d'avoir une politique de défense, je veux dire, objective et effective. Si vous n'avez pas une politique de défense, franchement, moi ça me pose un problème par rapport à ce que vous appelez les accords de défense. Que nous, les panafricains, nous demandons le démantèlement. Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, confier votre sécurité, que ce soit intérieure ou extérieure, à un pays qui n'est pas capable de se protéger lui-même. Nous avons entendu il n'y a pas très longtemps le narratif de M. Macron, qui justement indiquait qu'il ne peut pas compter sur les autres pour se protéger. Mais si la France compte sur les autres pour se protéger, mais pourquoi est-ce que les pays africains devraient compter sur la France qui ne peut pas se protéger, de les protéger? Je sors par un autre fin. Il m'est revenu que les 4 mercenaires qui avaient été interpellés lors des événements de Bangui ont été relaxés purement et simplement. Ça me pose quand même un problème. Allez savoir, justement, ça pose un problème, monsieur Ingos. Tout à l'heure, je vous disais que, est-ce qu'on va continuer à débattre des questions sécuritaires au niveau de la Centrafrique si les autorités de ce pays ne prennent pas en compte, ne veulent pas prendre leurs responsabilités, en tirant les leçons de ce qui se passe, de la menace. Parce qu'aujourd'hui, depuis que M. Touadéra est arrivé au pouvoir, je crois que c'est au moins le énième événement. Le énième événement qui porte atteinte soit à sa personne, soit à la Centrafrique. Bon, à ce niveau-là, si un décideur ne peut pas tirer les conséquences de droit, ça veut dire c'est lui qui a un problème. Merci Albert Anatola ici. Omer Suda, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon cher Steve, vous allez m'accorder la faveur très rapidement de joindre ma monnaie à celle des co-consultants pour déplorer la paralysie qui s'est emparée de l'école camerounaise, notamment dans le secteur public. Le dit n'est pas être défaitiste, le dit n'est pas être accusateur. J'ai choisi le camp de la colombe. Je suis là pour la paix et en tant qu'enseignant, je suis déjà l'aîné de plus de 4 enseignants, l'aîné de 100 à proprement parler, et pour d'enseignantes. Mais j'aimerais simplement dire que c'est le cœur du parent qui parle. C'est le parent qui parle beaucoup plus qu'un enseignant. Vous savez, en temps normal, ce n'est pas déjà facile d'assurer la progression des enseignements de façon quantitative et qualitative. À plus forte raison, quand cette crise est venue pour créer une débandade, un abandon total des enfants, ça devient tellement difficile d'assurer un enseignement efficient pour nos enfants. Et lorsque je l'ai dit, mon cher Steve, très rapidement, je voudrais être de ceux qui pensent qu'il faut saluer, même si ce sont les maigres efforts du gouvernement camerounais qui s'attellent à trouver une solution à cette crise. D'ailleurs, si je prends le cas d'espèce qui me semble plus patent, au lycée bilingue de Nilondro-Passy, le proviseur, Madame Moine Nathalie, travaille d'arrache-pied dans la collecte des documents de complément de salaire, de non-perception, non-logement, des actes d'intégration et d'avancement, des demandes de mutation. Et j'espère qu'en acheminant ces documents à la haute hiérarchie, des solutions doivent être apportées pour que l'école camerounaise soit sauvée. Parce que c'est le seul défi qui nous interpelle tous. Nous allons beau être sympathisants ou pas de OTS, nous allons beau être membres du gouvernement, nous allons dire tout ce que nous allons dire. Nous avons une seule nation à bâtir, le Cameroun, une nation qui va éduquer ou donner la chance d'éducation à tous ses enfants, et aussi une nation qui va donner des opportunités d'épanouissement matériel, social et professionnel aux enseignants. Merci. Merci à vous également. Merci d'être là ce matin. Vous savez, aujourd'hui, le temps nous est vraiment imparti. Vous êtes 5 dans ce studio ce matin. C'est pas donné. Vous devez également le savoir. La prise de parole, je pense que je vais commencer à la noter, à sectionner. Mais je vais quand même revenir avec vous pour dire que le département du maintien de la paix du côté des Nations Unies est géré par la France. Est-ce pour cela
que la France est toujours concernée par le maintien de la paix sur le continent africain? Pour vous répondre, simplement, il faut déjà s'intéresser à la grossesse de l'ONU, à son accouchement. Vous savez, il y a une théorie qui établit un rapport très étroit entre le père et l'enfant. Oui. Et qui est le père géniteur de l'ONU. Il s'agit là des puissances alliées. Le docteur Chonkap ne me démentira pas. Et la France fait partie de ces pays. Ça veut simplement dire que l'ONU, en tant que fils des pays alliés, les États-Unis, l'Angleterre, la France, ne pourrait que travailler dans le sens que la France aurait bien voulu ou voudra. Mon cher Steve, il me semble aussi très important de rappeler, parce que c'est la problématique qui est sur la table, de m'inspirer de cette déclaration du juge Garçon par rapport à la crise, en fait, à la période post-guerre civile espagnole, qui parlait de la justice des vainqueurs. L'ONU en elle-même est devenue une organisation des vainqueurs. Et en tant que telle, vous êtes sans savoir que on ne rend justice que par rapport à soi-même. Justement, quand on travaille justement dans le sens du maintien des intérêts. Et cette diplomatie internationale qu'on vante tant est devenue le cache-sexe du terrorisme international, de la prédation internationale. Et les mallettes diplomatiques, il me semble, sont plus remplies de liasses d'argent pour corrompre que de toute autre chose. Les missions, les contingences, il faut le dire, des casques bleus avec leurs conteneurs sont beaucoup plus remplis des matières premières pillées dans les pays qui accueillent ces différentes missions, ou alors des armes pour mettre en mal, pour déstabiliser ces pays. Cela voudrait simplement dire que la France est dans son rôle, l'ONU est dans son rôle. Si l'ONU a été mise sur pied pour sauvegarder les intérêts des pays alliés, il y va de soi que toutes ces opérations, que toutes ces missions aillent dans le sens de la préservation des intérêts de l'Occident. Malheureusement pour nous duper, à plus d'un titre, ils ont habillé cette organisation de la peau de moine. Quand je parle de la peau de moine, ça veut dire qu'ils nous parlent du droit international, ils nous parlent de la sécurisation de l'humanité, ils nous parlent de la préservation de la paix, mais en réalité, il ne s'agit pas plus ou moins que cette opération de charme qui consiste à dire « nous travaillons pour vous », alors qu'au fond, ils travaillent pour eux. Voilà pour quelle raison, mon cher Ngos, la quasi-totalité des missions des Nations Unies se trouve en Afrique. Et ce n'est pas un fait du hasard. Pourquoi en Afrique, le stratège Ali Kenya a essayé d'explorer ce pan pour rappeler que là où il y a or, là où il y a diamant, là où il y a pétrole, là où il y a coltan, il y aura l'ONU. Oui. Et l'Afrique est devenue en quelque sorte la victime prononcée de cette organisation qui a choisi de servir de bras séculier à cette oligarchie brigande qui a choisi véritablement de créer dans le cadre du droit international un droit qui n'est pas droit. Et c'est pour cette raison que, compte tenu du temps, je ne voudrais pas tellement entrer dans le détail, mais je pourrais me risquer à donner à cette organisation une définition qui semble lucide. C'est tout, sauf l'Organisation des Nations Unies, mais c'est l'organisation des néo-nazis unis. Pour dire que nous avons là le nazisme économique, nous avons là le nazisme politique, nous avons le nazisme militaire. Encore sur ce plateau, quelqu'un s'interrogeait. Pourquoi est-ce qu'au Yémen, pourquoi est-ce qu'en Syrie, pourquoi, avec le cas récent, avec le cas actuel en Ukraine, on ne peut pas parler d'une quelconque mission des Nations Unies? J'ai posé cette question sur ce plateau, hein, plusieurs fois d'ailleurs. On ne saurait parler de cette situation, de cette mission, parce que, véritablement, les Nations Unies ne travaillent pas pour la paix, elles travaillent simplement pour la déstabilisation. Et cette déstabilisation, autant pour moi, même si l'espagnol m'a un peu troublé là, cette déstabilisation que vous avez fait bien de signaler avec votre titrail, l'ONU, le gendarme déstabilisateur, c'est là le mot, c'est le mot juste. C'est un gendarme qui, au lieu de travailler pour la justice, travaille pour la justice. C'est un gendarme qui vit de la déstabilisation, parce que derrière cette déstabilisation se trouve le pillage, derrière cette déstabilisation se trouve le terrorisme international. Voilà en quelque sorte ce que nous pouvons dire de cette organisation qui sème
la terreur à travers le monde. Messieurs, plus que 15 minutes pour sortir de cette édition. Je ne sais pas comment on va faire, mais on va aller au pas de course ce matin. Président Badakani, je vais me tourner vers vous. Pour bon nombre d'Africains qui ont soutenu le président centrafricain, beaucoup pensent aujourd'hui que Faustin Archange Touadéra a retourné sa verse et essaie de tourner une fois de plus vers la France parce qu'il ne prend pas des décisions fortes. Non, ça allait très vite. Il ne faut pas aller jusqu'à là. Non, il ne faut pas aller jusqu'à là. Il y a des contraintes géopolitiques qui sont réelles. L'intelligence des situations oblige à tenir compte. Un État, ce n'est pas sur un plateau qu'on le gère. Un plateau, on bavarde facilement. Un État, c'est compliqué. J'ai simplement indiqué que quand vous menez une dynamique comme celle-là et que vous avez besoin de l'opinion, il faut savoir la gérer. Oui. Et savoir gérer l'opinion suppose de savoir coordonner ces choses. Il y a eu plusieurs cas quand même, Président, qui font croire justement à ces personnes qu'il y a un gros problème qui se passe du côté de la Centrafrique. Ces personnes se trompent. Il ne faut pas dire qu'on peut déjà les choses. Le président Touadéra est en guerre contre la France. Alors nous parlons, pour bien expliquer l'affaire. Ces conteneurs d'armes, on va l'attraper. Si on peut encore avoir les images d'ailleurs. Après la démonstration de Kenya sur le plateau, brillante démonstration, c'est très simple comment ce qui se passe. À l'heure actuelle, il y a un dialogue national qui a commencé en Centrafrique. Oui. Il va durer une semaine. Les partis politiques dits de l'opposition, qui sont des Parisiens, vous les connaissez, l'opposition politique qui est le bras politique de l'opposition armée, tout ça coordonné par Paris, a participé à l'élaboration des thèmes de ce grand dialogue. Jusqu'à moins quelques jours, devait participer. Mais à la dernière minute, elle a dit qu'elle ne vient pas. Et vous connaissez les conditions qu'elle pose pour venir au dialogue, entre autres, qu'il faut intégrer les groupes armés. Et ils n'ont pas franchi, ils ont dit, comme on dit au quartier, Hoha, chez nous ici, qu'il faut qu'il y ait les groupes armés qui viennent s'asseoir, n'est-ce pas là. Or, le président Touadéra négocié depuis des années avec ces groupes, ça n'a abouti à rien. Il y a eu la signature des accords de Khartoum, ça a abouti à quoi? À rien. Mais il faut comprendre que, bon, historiquement, la gendarmerie française, étant ce qu'elle est, quand le professeur Ibaba seulement, c'est une formule de l'historien. Mais il ne faut pas négliger le fait que la France connaît nos pays de très près, plus que les Français connaissent les pays africains, que toutes les puissances occidentales. Elles connaissent jusqu'au corps à corps. C'est-à-dire qu'elles connaissent tous les... Elles ont fabriqué le personnel politique. Justement, dans le cas de cette gendarmerie déléguée par les États-Unis qui étaient à distance, la France, par sa présence, a créé des réseaux. Elle connaît le pays. Pour le cas de Centrafrique, elle gère au corps à corps. Elle sert corps à corps toute la classe politique de Centrafrique. C'est connu. C'est connu. Donc, il n'est pas inclus. Moi, je pense que c'est ça. Ce camion qui porte les armes là, moi, je suis sûr que c'est un lien direct, n'est-ce pas, avec le grand dialogue qui a commencé. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Dans ce grand dialogue, Touadéra veut aller vite, il veut passer vite. Et ce n'est pas par hasard que c'est maintenant, parce que je suppose que lui aussi voit les changements qui se préparent en Ukraine. Oui. Donc, il va aller vite, comme par exemple, revoir l'architecture institutionnelle du pays. Vous comprenez? Vous comprenez que, en disant que nous voulons que les groupes armés soient intégrés au dialogue, comme étant partie prenante, c'est-à-dire, c'est même pas que, c'est-à-dire, il devient maintenant des forces militaro-politiques. C'est ce que les gars demandent. Hein. Donc, vous voyez très bien que ça avait commencé comme ça avant que Bozizé vienne avec son CPC. Vous allez voir, c'était pratiquement la même atmosphère. Il ne donne pas exclu que la France prépare, la France et les Occidentaux préparent l'après-grand dialogue national pour engager une offensive contre le président Touadéra. C'est cela qu'il s'agit. Actuellement, une grande partie du territoire est pacifiée, mais les groupes rebelles commencent à étudier les stratégies de guérilla. Pour essayer de déstabiliser le pays. Donc, il ne faut pas être surpris qu'après le grand dialogue, on entre dans une confrontation. Et je pense que cette fois-ci, le président ne doit plus différer ça. Il ne pourra plus différer. Maintenant, il a les possibilités de basculer clairement dans le nouveau bloc. Parce que le chantage qu'on lui fait au niveau des guichets internationaux pro-occidentaux, n'est-ce pas? Là, suffisamment, ça a traîné. Maintenant que l'autre bloc se constitue clairement et ouvertement, ben, il y a de quoi aller chercher l'argent ailleurs. Je rappelle que le Parlement russe a voté le retour à l'étalon or pour le rouble. Oui. Ben, vous savez bien que ce n'est pas un peu du hasard. Là, il y a une monnaie qui est en train d'émerger. Le dollar va disparaître, ou bien ce sera une monnaie comme les autres. Il y a une monnaie qui est en train d'émerger, qui va tourner autour du yuan. N'est-ce pas? Russie, Inde et surtout la Chine. On pourrait y raccorder des monnaies, des paniers de monnaie. Donc,
Là maintenant, il y a une donne nouvelle dans la géopolitique. Je peux comprendre que le Touadéra est le courant maintenant de passer. Mais ces hésitations ne doivent pas faire croire qu'il roule pour la France. C'est pas vrai. Il ne roule pas pour la France. Quand j'ai dit ça, je voudrais saluer l'excellent tableau qu'a dessiné le professeur Tchaka tout à l'heure. Un excellent tableau. Je voudrais simplement ajouter quelque chose là-dedans pour dire que la racine de cette gendarmerie internationale sur le plan de la géopolitique mondiale qui a permis de créer ce machin qu'on appelle l'ONU et qui en fait est une organisation criminelle, c'est ça qu'il veut dire. C'est une organisation criminelle, elle n'est pas là pour faire quelconque bien. Quand vous voyez là, un gendarme dans n'importe quel pays doit être soumis au droit. Si vous avez une gendarmerie qui n'est pas soumise à la loi qui lui dépasse, c'est un criminel. Parce qu'il va faire, quand quelqu'un est armé et qu'il n'a rien au-dessus de lui, mais qu'est-ce qu'il devient quoi? Mais mettez-vous à sa place. S'il a faim, il prend son arme, il va essayer, il prend ceci. Il veut ta femme, il vient, il prend, il te pointe l'arme au cou, il prend ta femme. Tout ce qu'il veut, il va avoir, parce qu'il a l'arme. Et toi, tu as peur de l'arme, toi, tu n'es pas armé. Le système international, regardez bien l'ONU. Qui juge l'ONU? L'ONU répond devant qui? Le secrétaire général, l'ONU répond devant qui? L'ONU répond devant qui? Ah ben quand vous avez regardé, c'est fait exprès. Parce que les vrais gendarmes qui décident, c'est au Conseil de sécurité. Et dans le Conseil de sécurité, vous avez 3 pays qui se sont autoproclamés communauté internationale. C'est bien organisé. 3 pays ont dit que nous sommes la communauté internationale, excluant d'office 2 autres membres du Conseil de sécurité dans la communauté internationale. Mais quand vous scrutez cette communauté internationale maintenant, vous allez rentrer dans la deuxième racine de cette gendarmerie internationale. C'est quoi? Derrière les 3 pays, quand vous lisez la Charte des Nations Unies, vous voyez qu'à un certain niveau des articles, il y a des articles spéciaux, par exemple, sur la territorialité. La territorialité qui confère des privilèges à l'État américain. Des privilèges à l'État américain, mon cher gosse. Et quand vous allez maintenant derrière ces privilèges, vous arrivez, qui a donné le terrain de l'ONU? Vous arrivez donc à ce que j'appelle l'autre racine. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'État profond. L'État profond, il est profond pourquoi? C'est que il est profond parce que dans les États, il est la profondeur de l'État qu'on ne voit pas. Et c'est dans les mains de qui l'État profond? Ce sont les financiers internationaux. Les gens qui ont organisé l'esclavage, la colonisation, et tout ce qui suit après, et qui ont transformé les gains primitifs obtenus au niveau de la colonisation et de l'esclavage, ils l'ont transformé dans un système sophistiqué de marchés financiers, n'est-ce pas? Les systèmes bancaires et les marchés financiers qui contrôlent le monde, desquels dépendent tous les États. Et pour sauvegarder donc ça, on a fait des émissions ici là-dessus. Vous avez le système, les 3 cités financières qui ont un droit d'extraterritorialité, c'est-à-dire qu'ils sont dans un État, mais l'État en question n'a aucun pouvoir sur eux. Il y a Rome, il y a le Vatican, il y a Washington. On en a parlé ici. Alors, ils ont la colonne financière, ils ont les moyens technologiques. Vous allez voir que le système des inventions au monde est sous leur contrôle. Oui. C'est-à-dire, non seulement ils ont les banques, mais ils contrôlent les systèmes. Quand tu crées quelque chose, ils brevettent ça et ils contrôlent le brevet. Par exemple, aux États-Unis, ils contrôlent les universités qui comptent. Aux États-Unis, ces familles-là. Mais il y a plus. Et c'est Lénine qui a compris ça. Quand Lénine dit que l'impérialisme, c'est la fusion du capital bancaire et du capital industriel. Et il prévient que c'est terrible, c'est dangereux cette affaire. Que quand ça va arriver à ce niveau, ces monopoles vont échapper à tout contrôle des États. À tout contrôle. Je dis, pas seulement des États. Personne ne va plus les contrôler. On a même dépassé ça. Les gars, en plus de ce qu'ils viennent de citer, ils ont le contrôle, ils sont banquiers, mais ils ont en même temps des entreprises. C'est-à-dire qu'ils prennent votre argent et ils financent leurs entreprises appellent multinationales. C'est eux qui contrôlent ça. Et vous observez que depuis ce qu'on appelle le droit international, les modèles juridiques au niveau international, depuis la chute du mur de Berlin, ont convergé vers un droit qui est en leur faveur. Toutes les normes internationales, environnementales, sanitaires, vous allez l'OMC, c'est eux qui fixent ces normes-là. Ça fait qu'aujourd'hui, toute l'activité du monde, l'activité économique du monde et sociale du monde est sous le contrôle des normes que ces gens-là ont définies. Maintenant, ils ont parachevé ça avec un titre que les gens ne savent pas. Le Conseil des armées privées. C'est-à-dire que les gars, aux États-Unis, il y a un phénomène extraordinaire. Je vous ai dit ici que les États-Unis, s'il y a 100 000 militaires américains, vous avez 90 000 qui sont sous contrat et qui ne sont pas américains. Bon, les gens prennent ça là. Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que l'Amérique, par exemple, n'est pas défendue par les Américains. Si on veut le côté de la garde nationale.
par les Américains, lesquels ont favorisé ça. C'est l'État profond qui a fait dériver l'armée vers ce type d'armée où on a mis de côté la conscription pour faire des armées de mercenaires qui viennent de partout, et qui signent des contrats. Mon cher gosse, c'est-à-dire que quand vous avez une armée de mercenaires, vous savez ce que ça veut dire. Hein? C'est-à-dire une armée de légionnaires, la Légion française, machin et comme ça. Mais le fait d'avoir créé, d'avoir privatisé une partie des armées, ça fait que les groupes militaires privés deviennent, sont plus opérationnels militairement que les États. Et ces groupes privés militaires, sont contrôlés par qui? Par ces gens. Regardez l'Ukraine. On doit les fournir tous les groupes rebelles là. Les forces qui interviennent en Ukraine, la plupart sont dirigées par les entreprises militaires privées. Un groupe comme Blackwater aux États-Unis a un sous-traitant privé qui opère en Ukraine, qui coordonne les mercenaires. Vous voulez pas voir l'évolution de cette chose, mais tout ça, c'est l'État profond. Donc il y a tous les atouts d'un État qui n'est sous le contrôle juridique d'aucune instance internationale, mon cher gosse, et qui est en train de construire, si on le laisse faire, une armée internationale qui ne répondra devant personne. C'est contre ça que Poutine s'est levé. C'est contre ça qu'il s'est levé. Donc, vous voyez que le défi, il est là. Je termine, je chute avec ce qui se passe en France, avec Barkhane. Je ne voulais pas revenir si, par exemple, j'ai oublié le rôle de l'Église. Terra Nostrum, par exemple. Un petit comme Terra Nostrum. Vous connaissez ça très bien. C'est une encyclique du pape qui légifère sur la terre, à qui appartient la terre. Et c'est la base de la colonisation. La répartition des terres. Et le droit international vient de là. Quand ils vont commencer ils se font d'abord la guerre entre eux. Ils sortent de chez eux. Ils font des traités pour sortir de chez eux, exporter la guerre. Ils vont y coloniser. Et il faut un droit de la colonisation qui n'est pas écrite, mais qui, entre eux, la conférence de Berlin, par exemple, où il faut répartir. C'est là où Terra Nostrum est très important. Que bon, il faut qu'on puisse faire la guerre. Mais ne nous faisons pas la guerre. C'est-à-dire, c'est-à-dire que si j'ai ma colonie, n'y viens pas. Point de départ, n'y viens pas. S'il faut venir, vaut mieux qu'on se répartisse, qu'on s'organise dans une forme de droit qui n'est pas écrit, mais qui est presque coutumier, pour s'entendre comment gérer ça. C'était la conférence de Berlin, mon cher. Terminons, président Banakali, le temps nous est parti. Donc, vous prenez le cas de Barkhane. Alors là, c'est une affaire qui est très grave. Pourquoi Barkhane Air? C'est une bombe à l'étalement. Pourquoi Barkhane Air? Les militaires, soi-disant français, qui sont là dans le Sahel, quelle est leur base juridique au niveau des contrats? Zéro. Quand ils vont rentrer, ils vont les faire quoi en France? Vous savez que ce sont les... C'est une bombe, hein? C'est une bombe. Quand ils vont rentrer là, ils vont rentrer aller faire quoi en France? C'est un problème politique sérieux en France. On cache ça. Quand ils vont rentrer là, c'est Barkhane, ils disent que, ok, vous avez fait rentrer en France. Ils rentrent en France, c'est sur quel statut? Ils vont aller faire quoi? On les a constitués comment? C'est ce qu'on appelle Barkhane. C'est une bombe. C'est vrai pour Barkhane, c'est vrai en Centrafrique. Tous les rebelles qu'on a armés là, s'ils ne sont plus utiles, ils vont devenir quoi? On va les mettre où? Il faut-il faire de l'armée centrafricaine, ce qu'on a fait en Côte d'Ivoire, une armée espagnole, comme je dis? C'est une armée espagnole. On va les mettre où? Ce sont des questions On est majeures. en plein cœur de l'auberge espagnole, là. Vous comprenez donc pourquoi? Vous comprenez pourquoi qui se prépare dans les jours qui viennent en Centrafrique doit nous inquiéter sérieusement. Mais nous savons que il y a l'alternative aujourd'hui et la France n'a pas les moyens de reçu son... Merci à vous, président Banakani. Docteur Chouanka, je vais me tourner vers vous. Finalement, on a souvent tendance sur le continent africain, lorsqu'il y a un problème, à passer par le dialogue. Mais on le sait tous, le dialogue n'a jamais réussi. Pourtant, c'est la communauté internationale, c'est les Nations Unies, c'est les autres organisations internationales qui nous demandent tout le temps de faire des dialogues. Ça va encore être le cas au cours de cette semaine du côté de la Centrafrique. Est-ce qu'on pense réellement que derrière, il y aura une réussite? Ce qui m'intéresse quand je viens ici, c'est toujours d'apprendre des grandes choses parce que à la fois on dit que Chouanka. Ce que vient de dire Banakani dans la répartition du monde, en fait c'est ça. C'est-à-dire que les enjeux de demain, c'est qu'on a réparti et apparemment on a dit l'Afrique, France, bon, occupe-toi de ça. Et puis maintenant les enjeux du futur font que c'est sur le territoire là que chacun doit trouver la pitance de demain. Et on dit bon, on recule. Non, vous m'aviez dit que bon, ça se discute un peu comme ça. François Mitterrand
à l'ouverture de ce qu'on a appelé sommet des chefs d'État de France, il dit je les connais tous. Il dit ça. C'est-à-dire il connaît tous les chefs d'État africains un à un. Comment ils sont nés. François Mitterrand entre dans le gouvernement français en 1950 et on lui pose la question pendant qu'on négocie son entrée. Il dit je vais choisir mon ministère. On dit bon, comme on avait besoin de lui, on dit vas-y. Il dit la France d'outre-mer. La France d'outre-mer, là, c'est les colonies là. Clair et net. Et la question qu'on lui pose pourquoi, il dit que parce qu'il a constaté qu'au Conseil des ministres, on donne les paroles par ordre d'importance des ministères. Et généralement, on arrivait sur les colonies un peu tard. Et on dit, bon, alors Mitterrand, ça va? Il dit, ça va. Bon, comme ça, donc, il avait la liberté de gérer les colonies sans compte rendu. Et avec ça, Mitterrand, quand Mitterrand dit à Sankara, à Ouagadougou, le 17 août 83, je parlais comme toi, mais fais attention, on a dit qu'il a remis à Sankara son acte de décès à lui de remplir les espaces vides. Et il a rempli. Et il termine par la patrie où la mort nous vaincront. On dit on va te servir la mort, après vous allez vaincre. On lui a servi ça. Donc ce que le président Badakane dit, c'est très profond. Nous n'avons pas. Il y a beaucoup de choses comme ça à dire. Vous citez souvent les Rochal. L'Israël est le vrai pays créé par ça. La déclaration Balfour du 2 novembre 1917, la déclaration Balfour qui dit nous envisageons la création ici d'un foyer national juif. C'est 1917, c'est pas le Rochal. Et ces juifs s'installent et Israël naît le 15 mai 1948. Le 15 mai, là, c'est un samedi. Pourquoi nous précisons le samedi? Parce que, non, pas ça. Le 15 mai était le jour de la fin du mandat britannique sur le territoire de la Palestine. Et on a dit qu'il faut que ce jour-là prenne naissance l'État d'Israël. Et donc, comme samedi, c'est le jour de sabbat dans le calendrier juif, la journée finit à 18h de la veille. C'est-à-dire que le sabbat commence à 18h de vendredi, par exemple, comme ça là. Et se termine le lendemain. Et se termine donc le lendemain. Et donc, comme c'est un jour, pas de travail, mettons comme ça, il fallait donc créer l'État d'Israël la veille pour qu'à l'heure où le dernier soldat britannique quitte le territoire de la Palestine, ça s'appelle Israël. C'était les banques Rothschild qui pilotaient le projet. Depuis 1917, en termes de discours politique officiel. Vous voyez ça? Et c'est pour ça que le président américain, tout président américain est tenu de... Il a parlé de Vatican. Le livre que je vous ai présenté une fois, qui dominera le monde? Pierre Lanares. Oui. Parmi les pays qui domineront le monde, il y a le Vatican. Et j'ai pris le risque de dire ici à haute voix que l'une des grandes réussites de Jean-Paul II, c'est le démantèlement de l'Union soviétique. Je n'aime pas dire le nombre de baptisés. Je n'aime pas dire que pendant son séjour pontifical, il a baptisé, il a sorti tel nombre de personnes de l'enfer qui les menaçait. J'ai dit qu'il a démantelé l'Union soviétique et l'Occident en chœur a chanté saint tout de suite le jour de sa mort. Saint tout de suite n'était pas le saint qui n'avait pas de péché. Encore que des gens contestent cet ordre-là en disant que le péché, nous venons même avec comment quelqu'un vient avec le péché et devient saint. Donc, ça, c'est d'autres théories, ça. Mais le Vatican, comme instrument, est une création. Moi, je suis catholique. Hein. Je suis catholique. Il manquait un peu, je portais la soutane. Mais maintenant, de la foi à l'observation scientifique, c'est un autre problème. Oui. Maintenant, quand nous passons à l'observation scientifique, on met là. Dans ma thèse, j'ai étudié les biens dans l'église. L'église catholique est le deuxième propriétaire terrien dans le monde après l'État. Propriétaire terrien. Les terres. Et aujourd'hui, au sein de l'église catholique, on fabrique beaucoup de prêtres spécialistes en droit
Parce que les débats du futur se passeront devant les tribunaux. Il y a des enfants qui revendiquent déjà les terres que les parents avaient données. À Bafan, où j'ai grandi, on disait le roi se mettait comme ça. Il dit jusqu'à l'eau. Jusqu'à l'eau. Jusqu'à l'eau. Quand on a mesuré ça, fait 48 hectares. Au cœur de Bouddha, on a dit comme ça. Quand on a mesuré ça, fait 59 hectares. L'Église catholique est essentiellement impérialiste, c'est la politique du Vatican. Et donc, lorsque on voit dans le monde ce repos... catholique quand tu as parlé comme ça. Hein? C'est tout catholique comme tu as parlé comme ça. Non, j'ai dit que je suis né dedans. Donc ça c'est un peu un débat, je suis né dedans. Donc, on m'a alimenté de ça. Et donc quand le dimanche, j'ai dit au nom du Père, du Fils, bon, il y a là-bas où on fait ça. Quand on sort, on met aussi ça comme objet d'étude, on étudie. Bon, mais l'autre dimanche, viens, on fait encore au nom du Père. Bien, donc j'appartiens à ceux qui j'ai étudié Monseigneur Ndomou. À partir de lui, je termine par là parce que je te dis encore, sur tout sujet que tu provoques ici, bientôt je vais te dire de ne plus m'inviter. Bon, parce que j'ai étudié Ndomou et j'ai cadré Ndomou. Il y a plusieurs Ndomou, il y a le Ndomou politique, Ndomou comme ça, mais je prends Ndomou de la théologie évangélique. Et que j'inscris sur les pages de Jean-Marc et là, Jean-Marc a écrit un grand livre, Repenser la théologie africaine. Grand théologien. Quelle théorie théologique on doit enseigner en Afrique et pourquoi? Père Angelbin vint et c'est la même trame. Nous allons dire l'évangile sans qu'on nous serre le cou, sans qu'on nous souffle dans l'oreille ce qu'il faut dire. C'est possible, là. Comment utiliser, oui, tous ces grandes têtes-là, ils ont. Maloula en République du Congo, Chidimbo en Guinée, alors vous avez pris ce nom l'autre jour, Domhede Camara au Brésil, hein, qui disait quand je donne la nourriture aux pauvres, on m'appelle un saint. Quand je demande pourquoi ils sont pauvres, on m'appelle communiste. Ah oui, parce que ce sont là les questions fondamentales. Pourquoi ils sont pauvres? Parce que c'est l'ordre capitaliste international qui fabrique la pauvreté et nous fait donc les mots de paix, droit, humanité et tout ça. Ce sont des échafaudages bien huilés. Et lorsqu'on a parlé tout à l'heure de France, Grande-Bretagne, surtout États-Unis, nous avons dit messianique, non? Mais on ne pouvait pas attendre que la guerre vienne de ce côté. Et je termine par le point sur Barkhane. Ou pas Barkhane, c'est là la grande question. Parce que hier, au nom de ça, quand on procédait à l'unification de l'Allemagne, où partiront les troupes militaires qu'on va dégager de là-bas? Ce n'était pas pour rentrer dans un pays quelconque. C'est là où on a créé l'Afghanistan sur le papier. Pour que ces pays-là trouvent dans ce nouveau foyer de guerre, là où il faut aller les caser. Maintenant, la France prépare déjà les pays Niger, Côte d'Ivoire et tout ça. Hein, on convoque leurs chefs d'État, on leur donne la formule. Allez appeler l'Assemblée et justifier que le pays est menacé par les terroristes et que vraiment, si la France ne vient pas vous aider, c'est pour rapatrier tous les 6 mois dont parle Macron, c'est pour préparer ce terrain à là où on va les parachuter. Ce n'est pas une espèce pour rentrer là-bas, parce que justement, ce n'est pas contrôlé par un droit quelque part. Et c'est ça, l'avenir en question de la recomposition même du monde. Et il y a un japonais naturalisé américain, Francis Fukuyama, qui a donc publié au lendemain de l'effondrement du mur de Berlin le livre La fin de l'histoire, le dernier homme. Et qui valide donc ce qu'on a appelé la pensée unique. C'est cette pensée unique que Poutine est en train d'arrêter là. La pensée ne sera pas unique pour le monde. La pensée doit avoir des oppositions. Et nous autres en histoire, on s'est limité à cette idée, on a dit il n'y a pas de fin de l'histoire. Il n'y a pas le dernier homme. Oui, en effet, s'il n'y a pas la fin, il n'y aura pas le dernier homme. Hein? Et donc, nous avons estimé qu'il est déjà hors sujet de par la formulation thématique. Et nous avons dit, si le sujet est mal placé, le traité, ça ne sera pas bien traité. Parce que si tu traites bien un sujet hors sujet, et tu te retrouves dans un sujet, c'est que tu es hors sujet dans le traitement du sujet. Oui, du sujet. Il faut qu'il y ait une corrélation entre bonne formulation d'un sujet, d'une problématique et d'un traitement. Alors, s'il y a vice quelque part et tu te retrouves dans le sujet, il faut te questionner. Et donc, nous sommes en train de penser que par rapport à ce que vous avez
mis sur le tableau aujourd'hui, vraiment, ça, je souhaite toujours que ce soit archivé. Nous sommes à ceux qui pensent qu'on n'est pas là pour épuiser les thématiques, mais pour susciter l'attention des gens au réveil des consciences. Parce que le monde de demain sera la somme de nos intelligences bien élaborées. C'est-à-dire que chacun dans son camp, si, en prenant même notre pays comme ça, on dit que c'est comme ça que nous préparons nous-mêmes notre recolonisation. Parce que ces enfants mal formés aujourd'hui, dans 20 ans, c'est eux au pouvoir. Ça, c'est établi, non? Nous quitterons. Et donc maintenant, on tient compte même du démantèlement de nos cerveaux pour préparer la génération future à commander. Nul n'a jamais pensé pour nous, historiens, qu'Achille Bembe serait un jour sous le manteau d'un tocard, comme vous le dites souvent, qu'on appelle Macron. Mais on a réussi à diluer un cerveau comme ça. Et si on a pu diluer un cerveau comme ça, quel effort on ferait pour diluer un non-cerveau? Il n'a même pas. Donc on n'y aurait même pas d'effort à chercher quelque chose à diluer, il faut créer pour diluer. Donc c'est là où nous disons que vraiment on ne peut que remercier d'initier des choses comme ça, des questions problématiques où nous apportons notre contribution, modeste soit cette contribution-là, mais avoir la conscience qu'on participe aux débats qui vont demain fleurir et faire modifier le cours de l'histoire. Croyez-moi, nous modifions le cours de l'histoire chaque matin. Ici, c'est l'école du matin. Puis un temps où c'était l'école sous l'arbre, mais là, c'est plus l'école sous l'arbre. C'est l'école du matin. C'est quand la mémoire est encore fraîche. Voilà, c'est ça. Voilà. Merci. Omer Seda, je posais justement la question tout à l'heure au docteur Chouakap. On parle de dialogue du côté de la Centrafrique. Je veux bien savoir, tous les jours on parle de dialogue. À certains moments, les Africains disent qu'on n'a plus besoin de dialoguer avec des terroristes. J'ai envie de répondre à votre question simplement en explorant notre pan de la chose. Oui. En disant 1945-2022, cela fait 67 ans. Et quand on atteint 67 ans, il s'offre à nous deux voies. La voie de la maturité dans la sagesse ou la voie de l'affaissement sénile de la sagesse. Il me semble que ce machin qui fait l'objet de notre analyse ce matin, que nous appelons ONU, a 67 ans. Mais elle a choisi la seconde voie, la voie de l'affaissement sénile de la sagesse. Et elle a traîné avec elle tellement de casseroles, par-ci, par-là, des matières premières dans des conteneurs, par-ci, par-là, des coups d'État. Et les consultants ont énuméré énormément des flagrances qui permettent de dire que cette organisation est une organisation délinquante, est une organisation brigante. Mais alors, est-ce que nous allons tomber dans le désespoir? Que non. Parce que ce qui se passe du côté de l'Ukraine, que les gens appellent guerre, même si c'est un peu douloureux de toucher un peu quelques armes, moi j'appelle ça une action pour redéfinir le monde. Dieu merci, l'historien est là, il nous a permis de parler de cette réécriture de l'histoire. Et cette réécriture de l'histoire est cette naissance des nouvelles dynamiques qui voudraient faire croire que 67 ans, ceux qui nous ont parlé du droit humanitaire, ceux qui nous ont parlé de la sécurité, ceux qui nous ont parlé de la paix, qu'est-ce qu'ils nous ont servi? Ils ont servi l'assassinat du guide libyen, ils nous ont servi le bombardement d'un président élu dans son palais, ils nous ont servi le pillage des matières premières avec le cas que vous venez de citer en République centrafricaine. En quelque sorte, l'humanité a assez de ceux-là qui n'ont pas réellement joué le rôle qui était leur tel que défini en 1945. Et où est-ce que nous allons? Nous allons vers une nouvelle dynamique. Une dynamique selon laquelle Paris, Londres, Washington vont prendre du recul observer parce qu'ils ont échoué dans leur rôle. Et c'est pour cette raison que des émissions comme la vôtre, d'IBS Matin, s'inscrivent dans cette nouvelle dynamique de reconstruction, de redéfinition d'un monde meilleur. Merci à vous, Omer Seda. Albert Latola ici, qu'attendent aujourd'hui les États africains pour sortir justement de l'Organisation des Nations Unies quand on sait pertinemment aujourd'hui que ce sont, on le dit comme ça, les multinationales, les financiers qui sont derrière? Vous savez, l'ONU est devenu un instrument de contrôle politique et d'influence, non, de contrôle d'influence politique et voire géopolitique à travers ces missions de maintien de la paix. Parce que, voyez-vous, lorsque un représentant de l'ONU, par exemple en Centrafrique, se mêle des affaires internes
des affaires politiques internes, de politique interne de la Centrafrique et des États. Oui. Ça veut dire qu'on a, on a vraiment franchi le Rubicon. Vous avez aujourd'hui le FMI, la Banque mondiale, les autres institutions financières internationales qui deviennent des instruments d'influence géopolitique. Qui, pour un oui ou un non, ils décident qu'ils vont... Ils ferment le robinet financier. Si robinet financier, il y en a d'ailleurs. C'est ce qu'ils disent. Moi, je m'approprie le narratif. Oui. Tout à l'heure, je disais que on n'est pas obligé d'aller à l'ONU. Il y a certains États qui ont choisi de ne pas y adhérer. D'abord, par principe de souveraineté, je veux dire. Mais, et puis, au regard des crimes et du non-respect et des violations, des multiples violations du droit international qui sont perpétrées par l'ONU au nom de quoi? De l'interventionnisme international. Je voudrais prendre ici un fait historique. Lorsque M. Bush va faire sa guerre en Irak, est-ce qu'il a respecté cette édition-là? Est-ce qu'il a eu le mandat du tout? Non. Nous le savons, c'était un Mondovision. Nous connaissons les crimes, les nombres de morts que son irresponsabilité a suscité du côté de l'Irak. Mais est-ce qu'il est poursuivi à la CPI? Non. Non. Non, non. On va chercher les criminels ailleurs, mais celui-là, non, on a fermé les yeux. Parce que quelqu'un... On est aveugle en ce moment-là. Un État qui prétend qu'il a la prétention de vous dire qu'il est le gendarme international de la démocratie, des droits de l'homme, du droit international, mais qui est le premier à violer ces droits-là. Vous pensez qu'on peut prendre au sérieux? Donc, voilà. Je prends l'exemple des États-Unis parce que c'est le plus grand financier de l'ONU. Comme je l'ai dit, tout à l'heure, j'ai convoqué à dessein le narratif de notre président de la République en 2019 en France. Il avait justement demandé la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, où l'Afrique devait avoir au moins 26 représentants avec droit de veto. C'est entré, c'est sorti de ce côté-là. Pourquoi? Parce que vous avez sur le continent africain quelqu'un qui traîne derrière lui, un peu qui traîne derrière lui, 15 États qui lui servent de rente politique et géopolitique à l'ONU. Je parle de la France. Mais si la France n'a plus ces 15 wagons-là, je ne suis pas sûr qu'elle va encore peser au niveau du Conseil de sécurité. Je ne pense pas. Ce qui m'offusque, pour une fois, je suis tout à fait d'accord sur un point avec le président Bandakani, lorsqu'on est dirigeant, il faut savoir prendre des risques et être responsable. Lorsque les mêmes choses reviennent tout le temps, ça veut dire que c'est vous le problème. Pour parler du camp centrafricain. Est-ce que Assimi Goïta, on me dit que c'est un militaire, c'est un soldat, mais lorsque vous avez choisi une voie, vous n'avez plus à reculer. C'est important. Oui. Quand on a connu deux Kadhafi, non? Le premier Kadhafi, l'autre était des dictateurs. Oui. Le second Kadhafi, nous le qualifions de panafricaniste. Mais quand il est devenu panafricaniste, qu'est-ce qui s'est passé? On allait le tuer. Sarkozy a décidé de le tuer. Sarkozy, qui se balade, en dépit des milliers de morts qu'il a occasionné, n'est-ce pas, du côté de la Libye qu'il a détruit, n'est-ce pas, il s'est mondé dans son pays, et il se balade, il ne va pas à la CPI. Donc, je pense qu'on a un dirigeant qui suscite de l'espoir, parce qu'il faut quand même se dire les choses. Tolérant, il est jeune, il est humble, il a le sens de l'écoute, comme ce qui est très rare avec nos dirigeants, et il a choisi une ligne révolutionnaire, mais il n'a qu'à aller au bout. Il n'a qu'à aller au bout, parce que il a la chance d'avoir, et ces dirigeants ont cette chance d'avoir son peuple derrière lui, avec lui. Et Touadéra, en dépit, justement, des contradictions internes qui sont créées par Paris, a la chance d'avoir la grande majorité des Centrafricains qui le soutiennent. Donc, moi, je pense que, et les panafricanistes le soutiennent également. Donc, je crois que, aujourd'hui, les États africains, pour la plupart, ne sont plus obligés d'aller à l'ONU dans sa version actuelle. Dans sa version actuelle, il faut sortir cette affaire. Tout à l'heure, j'ai convoqué le vote de la dernière Assemblée générale de l'ONU. Vous avez vu l'attitude des pays africains qu'on veut absolument contraindre à choisir une voie, c'est-à-dire qu'on veut les caporaliser leur position sur l'échiquier géopolitique international.
Ça dit que les gens, ils s'assoient dans leur coin, ils définissent, je veux dire, ils conçoivent leur dessein contre un pays, et lorsqu'il y a des conséquences de leur, n'est-ce pas, dessein, ils veulent vous embarquer là-dedans parce qu'ils vont vous faire le chantage, à la fois pour les transporteurs politiques, pour les transporteurs financiers. Moi, je crois que c'est inacceptable, et c'est même absurde. C'est absurde. Tout à l'heure, je vous ai dit que mademoiselle ou madame Ursula von der Leyen, je crois que c'est comment ça s'appelle, elle a déclaré devant des médias, aux médias européens, que tous les pays africains qui sont abstenus, qui n'ont pas voté pour la résolution, la fameuse résolution qu'ils ont suscitée, on va leur couper le robinet financier. Voilà donc à quoi on se trouve. Merci Albert. Voilà ce qu'ils peuvent nous proposer. Dans un contexte de démocratie, ils disent qu'ils sont les démocrates, n'est-ce pas? Allez savoir ce qu'on appelle la démocratie là-bas. Terminons Albert Latoya ici. Tout à l'heure, l'histoire nous parlait de la pension unique. C'est ça, c'est justement la pension unique. C'est-à-dire qu'on voudrait vous dénier le droit de choisir. Le droit de choisir. Charlie Kenny, vous avez le mot de fin ce matin. Le mot de fin, qu'est-ce qu'on va dire? Je crois qu'on a tout dit. mais j'aimerais revenir sur un élément qui n'a pas... Vous savez, les Nations Unies aujourd'hui, telles que, surtout les missions de maintien de la paix, oui, telles qu'ils évoluent en Afrique, il y a une chose également, on n'en parle pas, mais c'est une réalité. Enfin, c'est la face cachée du marché du trafic d'armes à l'échelle internationale. Les missions de paix des Nations Unies. Parce que vous verrez que la plupart des couloirs par lesquels les mouvements de rébellion ou alors les forces rebelles qui combattent nos États sont alimentés, c'est justement à travers les couloirs humanitaires qui sont justement détenus par les Nations Unies. C'est-à-dire qu'à travers ces conteneurs d'armes, oui, qui passent pour alimenter ces forces rebelles-là. C'est-à-dire que si ce n'est pas les organisations non gouvernementales, comme on a vu avec Médecins Sans Frontières, qui a alimenté le Biafra pendant la crise au Nigeria, ou encore ces mêmes Médecins Sans Frontières qui, même dans la crise au Nozo, se plaisent à se balader avec des Kalachnikov, des AK-47, des lunettes à vision nocturne. Ce sera les Nations Unies à travers ces conteneurs. On l'a vu avec la RCA, ça c'était avec le Mali, on l'a même vu du côté de la Côte d'Ivoire. Et même pire, même dans le cas, la plupart des résolutions qui sont adoptées au niveau du Conseil de sécurité ne sont qu'appliquées qu'en Afrique. Il faut qu'on se comprenne bien. Allez lire le nombre de résolutions qui condamnent l'État d'Israël, si même une seule a été appliquée. Rien. Allez lire le nombre de résolutions qui attaquent un pays, entre parenthèses, dit de la communauté internationale, c'est-à-dire ces trois pays. Ils ne vont même pas en tenir compte. Ça n'existe même pas. C'est-à-dire que, et à travers ça, on a légitimé, on a mis, c'est-à-dire que, on a rendu réel ce qu'ils ont appelé les fake news. Je m'amusais l'autre jour, je suis en train de faire ce travail dessus. Terminons, Charlie Kenny. C'est terminé pour ce matin. Pour justement comprendre l'historique des fakes. Parce que, vous savez, aujourd'hui, on nous emballe avec un nouveau mot qui est en train de faire de plus en plus. On nous parle de fake news. Et dans mes recherches, je me rends compte que les fake news commencent en 2011. C'est-à-dire que... Le 11 septembre 2011. Oui, beaucoup plus. Moi, je parlais de 2001. 11 septembre 2001, pardon. Je parlais de 2001. Voilà. Je voulais en venir en 2003-2004. Pourquoi? Parce que quand les États-Unis décident d'attaquer l'Irak, oui, vous savez ce qui se passe. C'est-à-dire que à ce niveau-là, vous avez ce qu'on appelle les faucons. Et les faucons, c'est une caste de personnes constituée de 5 personnes. Précisément, vous avez le président des États américains, à la personne de l'époque, à la personne de George W. Bush, fils. Vous avez Paul Wolfowitz, qui à l'époque était le sous-secrétaire d'État à la Défense. Vous avez Donald Rumsfeld, qui était le secrétaire d'État à la Défense. Vous aviez Colin Powell, qui était le sous-secrétaire à la Maison-Blanche. Et vous avez Condoleezza Rice, qui était conseiller à la sécurité nationale du président. Voilà comment ces gars, à travers un mécanisme assez magnifique, utilisent toutes les agences de renseignement américaines, la DIA, la CIA, la NSA, pour travailler à ce que la communauté internationale soit au fait que un pays qui ne représente en rien une menace pour eux, à savoir l'Irak, devient un problème pour l'humanité. C'est-à-dire qu'au point ils veulent embarquer tout le monde. C'est-à-dire que ces gars ont des armes
C'est ce qu'on veut faire également avec l'Ukraine. Merci beaucoup, Charlie Kenyé, d'avoir été là ce matin. C'est bien pire même encore avec l'Ukraine. C'est bien pire même avec l'Ukraine. Pourquoi? Parce que vous avez une personne là-bas, la personne de Paul. C'est terminé ce matin. Paul Wilkinson, qui est l'envoyé des États-Unis au Niger, de la CIA au Niger, oui, qui fait un rapport magnifique dans lequel il dit Saddam Hussein n'est en rien une menace pour les États-Unis et pour le reste du monde. Vous savez ce qui s'est passé? On a pris sa femme, on l'a envoyé en pâture. Une agent de la CIA, on a dévoilé son identité à l'échelle internationale. Le monsieur lui-même, on l'a mis en cabane. Voilà donc comment ces gars réagissent. C'est-à-dire qu'on légitime tout ce qui est faux à travers des concepts pour mettre en avant ces volontés hégémoniques de puissance, de domination et de prédation des peuples. Et Dieu merci, au-delà de ces chaînes, parce que le docteur Tchankam disait quelque chose de pertinent tout à l'heure, les enseignements ou alors les débats qui sont faits ici, en réalité ce sont des enseignements qui seront demain suivis par des personnes qui ont l'obligation, parce que ce combat il a commencé sans nous, il se poursuit avec nous, mais il va se terminer sans nous à coup sûr. Donc ils auront l'obligation d'archives de ces éléments-là pour pouvoir écrire l'histoire. Merci beaucoup, Charlie Kenyé, d'avoir été là ce matin. Merci à vous, Dr Tchankab. Merci à vous, président Banakani, d'avoir été là ce matin. Nous reviendrons sur l'origine de fake news. Je vais donner l'origine exacte. Nous aurons le temps pour ça. Je tenais justement à rectifier la demande. Merci à vous, Albert Alantolaï, d'avoir été là ce matin. Merci à Omer Seda. Merci à toute l'équipe technique. Merci à la direction générale. Merci à vous tous qui étiez devant vos petits et grands écrans ce matin pour nous suivre. Merci à vous également qui étiez une autre page Facebook d'IBS TV en majuscule malgré.